Bonjour, bienvenue à cette première émission de IoT5 sur les échanges pour concourir au développement du Cameroun et de l'Afrique. Le thème de ce jour, c'est le partenariat public-privé et l'investissement au Cameroun. Donc, on va faire un focus spécial sur le Cameroun avec des personnes qui ont le profil et qui est des personnes également qui ont de l'expérience dans les questions d'investissement, également dans les questions de partenariat public-privé. Donc, on va recevoir deux personnes dans le cadre de cet échange de cet après-midi. La première personne qui est déjà en ligne avec nous, c'est Maître Noussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à votre émission. Très honoré d'être avec vous. Voilà. Et on a mon co-animateur, James Moideux, avec qui on va entretenir nos invités ce jour. Merci, Madame Karine Diandena, de nous introduire cette conférence sur le partenariat public et privé au Cameroun et les investissements. Et surtout, je vais saluer Maître Nossi, qui a mis de côté ses activités pour être des nôtres cet après-midi. Je vais également lui dire merci d'être là. Et surtout, merci d'accepter d'apporter sa contribution d'expert en investissement dans le cadre de ce programme. Voilà. Donc, en fait, notre échange de cet après-midi, comme je l'ai dit, M. Ndianke va nous rejoindre. Mais avant, il faut bien comprendre quelle est la problématique, en fait, de cet échange. Notamment, est-ce qu'on peut parler d'une réelle effectivité du partenariat public-privé au Cameroun? Mais avant même de parler de ça, qu'est-ce qu'on entend par partenariat public-privé? Il faut bien qu'on circonscrive le cadre de notre échange de cet après-midi. Et concernant ce premier volet de notre problématique, non seulement le cadre de ce partenariat public-privé-là, ainsi que la compréhension de cette notion, mais surtout comment est-ce qu'on arrivera à effectivement parvenir à un réel partenariat public-privé dans notre environnement, de telle sorte que le développement de notre pays soit effectivement un développement qui se co-construit avec les acteurs qui comptent pour eux. Et dans ce cadre-là, justement, M. Ndianke nous a rejoint. Bienvenue. Merci. Voilà. Donc, on a commencé, on a introduit, et on était déjà avec Maître Patrick Nossi, qui est avocat, et dont le cabinet est basé au Tchad. Mais je vais laisser la possibilité, je pense, à chacun de se présenter afin qu'on puisse entrer dans le traitement de la problématique qui est la nôtre cet après-midi. Maître Nossi. Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Patrick Hernandez Nossi, avocat au barreau du Cameroun et... C'est bon. Oui. Non, monsieur Dianke, il n'est pas connecté apparemment. Ah, bah, il est là. Il est là. Ah, yeah. Vous pouvez y aller? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est bon. D'accord. Maître Nossi, présentation. Ah. D'accord. Et donc, Maître Patrick Hernandez Nossi, avocat au barreau du Cameroun et spécialisé sur les questions d'investissement. Et oui. Directeur de publication d'une revue juridique de droit au Tchad qui s'appelle Juriscom périodique, directeur de publication du Code général des impôts du Tchad également, et directeur de publication de la revue de l'Agence tchadienne des investissements également. Et voilà en quelques mots qui est Maître Patrick Nossi. Ah ben, bienvenue, Maître. Bienvenue. Cette conférence. Je vous en prie. Bienvenue, Maître. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Monsieur Ndianke, présentation, s'il vous plaît, pour permettre aux personnes qui vont nous regarder, justement, de savoir qui vous êtes. Voilà, je suis... merci, Diane.
Merci la présidente. Je suis Jacques Brugnon-Janque, président directeur général du groupe Thermomécanique. Nous sommes présents aux États-Unis, au Cameroun et en France. Alors, je suis docteur ingénieur, donc j'ai un PhD en génie mécanique et j'exerce dans le milieu pétrolier et énergétique depuis environ 25 ans. Alors, donc, je suis aussi un peu enseignant en passant, n'est-ce pas, dans une université pétrochimique au Nigeria. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Le reste, si j'ai omis quelque chose, la présidente peut peut-être compléter. Homme politique, militant du RDPC de premier rang. Donc voilà, c'est tout. On ne serait pas passé sans revenir sur cette casquette de militant RDPC. S'il n'avait pas parlé de ça, j'avoue que je devais être très surprise qu'il n'ait pas mentionné ce côté de lui-là. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Donc, on sera avec James qui va co-animer cet échange avec moi. Et comme je le disais en fait dans le thème, justement, les interventions des uns et des autres, on va le faire ensemble. Mais avant de parler effectivement du partenariat public-privé et du cadre de l'investissement privé au Cameroun, on va notamment comprendre en fait et s'y construire justement cette notion de partenariat public-privé. Voilà. Quand on parle de partenariat public-privé, qu'est-ce qu'il faut entendre justement par partenariat public-privé? Est-ce simplement la collaboration entre l'État et une organisation privée nationale ou internationale? Ou alors on va partir simplement de la pratique, ou alors on va partir effectivement du cadre juridique du partenariat public-privé. Maître Nossi. Merci beaucoup, Karine. C'est une question qui est très, très difficile à répondre a priori, parce que selon que vous vous retrouvez dans le système, je vais dire anglo-saxon, donc la common law, ou que vous vous retrouvez dans le système, dans le civil law, dans le système auquel les pays francophones ont hérité de la France, vous aurez des définitions complètement différentes. Donc, si on reste dans le cadre spécifique du common law, donc du droit anglo-saxon, on va dire qu'à chaque fois qu'il y a une collaboration entre un privé et un public, on va parler de partenariat public-privé. Ici, parce que la définition, il y a un certain nombre de définitions qui ne retrouvent pas le corollaire dans le civil law, surtout la notion de service public. Vous aurez du mal à traduire la notion de service public dans les pays anglo-saxons, et c'est ce qui caractérise la définition du partenariat public-privé dans notre droit. Et donc, dans notre droit, on a catégorisé ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Vous pouvez déjà avoir les anciens modèles comme les concessions. Vous pouvez avoir des anciens modèles comme l'affermage. Vous pouvez avoir des anciens modèles comme les marchés publics même, qui constituent des collaborations entre l'administration publique et le privé dans le but naturellement d'exercer un service public. Et donc, je crois que ce qui va plus nous intéresser, on y reviendra, surtout, sont les partenariats publics-privés dans le système francophone, autant pour moi, et donc précisément au Cameroun. Donc, au Cameroun, vous avez les anciens modèles dont je viens de citer. Et vous avez également un régime juridique spécifique au partenariat public-privé comme mode de passation de la commande publique. Je crois que c'est le texte du 29 décembre 2006 qui régit
cette forme de passation de commande publique qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et donc, vous avez cela. Il faudrait que dans ce cadre, on essaie de voir, est-ce qu'on parle de ce régime juridique spécifique des partenariats publics-privés ou est-ce qu'on va l'entendre dans le sens de la commande publique en général qui peut s'analyser dans les concessions, qui peut s'analyser dans l'affermage, qui peut s'analyser dans les marchés publics. Pour ma part, je crois qu'il serait judicieux de circonscrire le débat pour ne parler que certainement du régime juridique des partenariats publics et donc de la loi du 29 décembre 2006 pour ce qui concerne le Cameroun. Voilà en quelques mots résumé l'esprit du partenariat public-privé en espérant que au cours de nos développements, nous allons rentrer un peu dans les détails pour qu'on puisse comprendre le cadre qui a été mis en place au Cameroun et naturellement pour qu'on puisse faire une sorte de revue, une sorte de diagnostic de ce qui se fait au Cameroun depuis 2008, depuis la mise en place effective des institutions devant porter ce nouveau modèle de passation de la commande publique pour certainement amener le Cameroun à passer un cap dans le cadre de la réalisation des grands projets. D'accord. Merci, Maître Noussi. Mais en fait, habituellement, quand on va dire le commun, enfin le public en général va se dire on va beau aller dans le cadre juridique, aller dans le cadre simplement de la commande publique, etc. Mais à la fin de la journée, si on résume de façon assez basique, le partenariat public-privé, c'est la collaboration entre le public et le privé. Donc maintenant, pour nous, la problématique justement de cet échange, c'est de se dire comment arriver à construire ou alors à construire un partenariat public-privé qui permette à ce que le développement effectivement suive. Parce que dans la réalité, justement, on se rend compte que quel que soit le nom qu'on donne à ce type de collaboration entre le public et le privé, la réalité, c'est que l'un et l'autre contribuent au développement de l'espace commun qui est le pays ou bien qui est la communauté ou bien qui est la ville dans laquelle ils vont développer des projets en commun. Maintenant, on se dit, comment est-ce qu'on arrive à effectivement co-construire ce partenariat entre le public et le privé? Parce que justement, de l'autre côté, le privé va certainement avoir des invectives contre l'État ou bien contre le public et le public également en fera pareil. Maintenant, Monsieur Djank, il a une expérience justement dans ce type de collaboration entre l'État et lui, entité privée. J'aimerais bien qu'il partage un tout petit peu son expérience dans ce domaine-là et quel est le type de collaboration justement qui le lie justement à l'État du Cameroun, notamment dans son projet de réduction de consommation de carburant avec le ministère de la Défense. Oui, merci. Merci, Diane. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de Maître. Je voudrais d'abord dire que le partenariat secteur public, secteur privé, ce qu'on appelle PPP, naît de la volonté du chef de l'État de décongestionner le secteur public. Bon, ça a commencé, je crois, dans les années 2006. Et en 2008, effectivement, nous avons vu l'effectivité de ce partenariat-là. Alors, ça traîne la patte, hein. Il ne faut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse dire que c'est... excusez-moi, ça va, vous m'entendez là? Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Très bien, monsieur Djank. Voilà. Donc, ça traîne la patte parce que il y a les lenteurs administratives et il y a même la conceptualisation, n'est-ce pas, du secteur du PPP qui fait un problème. Parce qu'il faudrait comprendre que l'État, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas seul, n'est-ce pas, gérer tous les dossiers, toutes les demandes, tous
tous les plans, les besoins en infrastructure et tout ce que ça comporte pour le développement du Cameroun. Alors, l'État a pensé fluidifier, n'est-ce pas, le service public par l'entremise, n'est-ce pas, des partenaires privés. Mais on sort à un véritable problème, c'est que nous sommes toujours à l'étape de ce que je qualifie de paperasse. Vous savez, les Camerounais, malheureusement, beaucoup de nos frères ne font pas du développement du pays un objectif principal. Ils font de leur propre développement le but à atteindre. Alors, ce qui fait que le partenariat public-privé a un gros problème, ça traîne la patte, d'accord? Les idées sont là, mais la matérialisation de ces idées fait problème. Parce que quand on parle de partenariat public-privé, Maître et au Tchad, bon, moi je parlerai du Nigeria, qui est un pays que je connais très bien. Quand on parle de partenariat public-privé, on n'attend pas tout de l'État. D'accord? Dans le PPP, le privé peut aller chercher, doit même aller chercher les fonds à l'extérieur ou ailleurs pour venir accompagner l'État. Parce que l'État a une garantie souveraine inaliénable. L'État est déjà une garantie. Alors, maintenant, lorsqu'on fait un partenariat, on signe un PPP pour tout attendre de l'État. Effectivement, on n'a pas avancé. Et c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui au Cameroun. C'est pour ça que nos PPP n'évoluent pas. Nos PPP restent au niveau de la paperasse. Nos PPP restent au niveau des idées, c'est-à-dire que on fait des séminaires, on porte des beaux costumes, on raconte du n'importe quoi, on fait des gros projets. À ce niveau-là, c'est de part et d'autre, en fait, parce que ce soit le public ou le privé, à ce niveau-là, justement, comme je l'ai dit au début de cet échange, c'est que l'un et l'autre se jettent la pierre. À la fin de la journée, le privé accuse le public de ce qui ne lui facilite pas justement cette tâche de faire venir des investisseurs au Cameroun. Et par exemple, pour ce qui est du Cameroun, de ne pas faciliter ce travail-là avec les pots de vin qui sont demandés, avec une lourdeur de la procédure administrative également, avec la prise de rendez-vous qui est également très compliquée. De l'autre côté également, le public a également son nombre de griefs. Donc maintenant, à la fin de la journée, on se dit, l'un et l'autre, ça ne marche pas. Pourtant, il faut bien être dans une situation de partenariat. Oui. Alors, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, depuis 20 ans au Cameroun, on parle de lourdeur administrative. Hein? C'est devenu le raccourci, c'est devenu, qu'est-ce que je veux dire? C'est devenu un peu le cache-bec de tout le monde, hein, le cache-nez. Dès qu'on échoue, on dit qu'il y a lenteur administrative. Le Cameroun est un pays discipliné. Le Cameroun est un pays qui a des institutions très fortes qu'on devrait respecter. Parce que, vous savez, le Cameroun n'est pas un pays dans lequel on vient avec des idées, on croit que tout est permis. Non. Le Cameroun refuse des dons, Madame la Présidente. Mais le Cameroun refuse les dons. C'est normal, comme ça se refuse ailleurs. Voilà. Et le Cameroun dit non, je n'en veux pas, parce que ça ne respecte pas les procédures. Nos hommes d'affaires, ceux qui signent les PPP, j'en ai vu énormément, j'en ai discuté avec beaucoup, d'accord? L'objectif, c'est, regardez, vous voyez, dans les PPP, des gens signent des PPP à coût de milliards, ils viennent demander à l'État, qui n'a pas budgétisé, de mettre des centaines de milliards dans un projet comme ça, et on est pressé quand ça ne va pas. On dit on voulait aider les gens, on voulait sauver la population, mais non.
Dans ce cadre-là, il faut monsieur d'abord Janke. comprendre quelque chose. Oui, il faut comprendre quelque chose. Là, premièrement, le privé compte et doit compter en majorité sur les fonds privés, pas publics. Lorsqu'on s'engage à faire des affaires, on doit en premier lieu compter d'abord sur la possibilité et l'accès aux fonds privés. C'est vrai que quand j'ai commencé... L'État ne vient qu'en appoint. Tout à fait, parce que... Tout à fait. Mais quand je donnais la parole tout à l'heure... Si vous me permettez. Oui, Maître Nossi, je reviens. Si vous me permettez, Karine. Oui, Maître Nossi, je reviens. Il y a beaucoup de confusion. Oui, je vais revenir. Parce que pour parler de quelque chose de concret, justement, quand je donnais la parole à M. Janke tout à l'heure, c'était pour dire également qu'il nous dise, par exemple, lui, en termes d'expérience. C'est vrai que j'ai pris les choses à la renverse pour qu'on puisse comprendre. Parce que lui, par exemple, il a eu ce contrat avec l'État du Cameroun pour, par exemple, travailler à réduire la consommation de carburant dans les véhicules de l'armée, dont le contrat avec le ministère de la Défense. C'est justement l'expérience, par exemple, ta propre expérience qu'on voudrait pouvoir avoir ici pour savoir comment est-ce que ça s'est passé de façon concrète avant de parler des cas des autres personnes. Bon, alors, je vais corriger. C'est vrai que nous sommes jusqu'à présent en pourparlers avec le ministère de la Défense en ce qui concerne la réduction des carburants par le projet EcoClean. Mais tu voulais parler plutôt du PPP que nous avons avec le MIDMID. Oui, voilà, c'est ça. Le ministère du Développement, le ministère des Mines et du Développement technologique. Effectivement, voilà, et déjà, voilà un exemple typique de PPP qui a réussi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Réussi. Nous avons effectivement, comme tout le monde, au départ, tourné la patte parce que là, nous nous sommes heurtés au mur des procédures en ce qui concerne la SNH, etc. Et il fallait beaucoup d'argent, c'est-à-dire les cautions, etc. Les études faites valider, ça devait nous prendre un certain nombre d'années. Déjà que le projet en lui-même nous a pris presque une dizaine d'années. Tu le sais bien parce qu'on travaille dessus depuis longtemps. Alors, nous nous sommes rapprochés du MIDMID à travers sa direction de l'industrie qui s'est dit, bon, voilà, vous avez un projet qui vient à point. Actuellement, la Sonara est brûlée. Le Cameroun dépense 300-400 milliards chaque année pour importer du carburant. Vous venez avec une solution locale, c'est-à-dire la mise sur pied du biocarburant made in Cameroun à partir des gaz naturels. Ce projet, OK, c'est bon pour moi. C'est le ministre qui l'a dit. Et il a donné des instructions pour qu'on puisse nous accompagner, que son département ministériel puisse nous accompagner dans la mise sur pied de cette technologie-là pour le Cameroun, qui est fonctionnelle depuis 2018, depuis fin 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a, grâce à ce PPP, nous avons traversé les étapes. Nous avons traversé les étapes avec la volonté de l'État, parce que pour faire un projet pétrolier au Cameroun, il faut dépenser rien que dans les procédures des centaines de millions. Alors, le PPP nous a permis, n'est-ce pas, de traverser cette étape-là, hein, et de matérialiser le projet. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand on veut faire un PPP, on compte sur les fonds privés. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une centrale. Oui. Donc, en fait, l'appui de l'État. Voilà. On a l'appui institutionnel de l'État. Et grâce à l'appui institutionnel de l'État et nos partenaires privés, on a pu construire une mini raffinerie made in Cameroun à Douala, à Dibamba. On produit 150 000 litres de carburant par jour
en fait, avec la capacité de 150 000 litres de carburant par jour. Et on entend, à partir de 2021, faire une extension au port de Douala avec 5 millions de litres. Donc, c'est un peu, c'est ça. Et même l'État, le ministre nous a félicité. Il a dit, voilà, c'est ce type de partenariat. On veut des gens qui viennent avec des PPP, nous proposer, nous demander des PPP avec de l'argent. Ils ont déjà leur financement. Moi, je vais parler terre à terre pour qu'on puisse comprendre facilement. Hein? Ils viennent avec leur argent. Ils savent qu'ils ont leur argent quelque part dans leur banque. Ils vont faire l'investissement et puis l'État va... D'accord, donc un exemple de réussite justement de partenariat public-privé. Je ne sais pas si James voulait rebondir avant qu'on ne donne la parole à Maître Noussi. James? Non, justement, je voulais rebondir en posant une question à Maître Noussi. Nous avons tous entendu M. Ndianke tout à l'heure parler de ce qui ne va pas. Il a essayé de parler de ce qui ne va pas dans le partenariat privé et public au Cameroun. Et j'aimerais poser cette question à M. Noussi. La question est de savoir, tout à l'heure, M. Ndianke a dit que le problème est le fait que les entreprises privées camerounaises ne partent pas chercher le financement pour gérer eux-mêmes leurs projets et attendent tout de l'État. J'aimerais poser la question à M. Noussi, en tant que Camerounais vivant à l'extérieur, qui a certainement un regard sur ce partenariat public-privé au Cameroun. Est-ce qu'il ne pense pas que quelque part, l'État aussi a des manquements dans ce partenariat, dans cette effectivité du partenariat public-privé-là? Bon, si vous le permettez, avant que je revienne à votre question, je souhaite apporter quelques éclaircissements parce que j'aurais dû, certainement dès le départ, vous présenter ce que c'est qu'un partenariat public-privé, tout au moins dans sa version législative au Cameroun. Un partenariat public-privé, en fait, c'est une collaboration, comme on l'a dit, entre un privé et un public, mais sauf que elle doit porter sur des questions spécifiques, d'accord? Et c'est le privé, comme a dit tantôt monsieur Ndianke, qui assure la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très important parce qu'au début, lorsque vous êtes dans les services publics, on parle d'une question qui touche les services publics et donc, en principe, c'est l'État qui doit être maître d'ouvrage. Et donc, il y a un transfert de la maîtrise d'ouvrage du public au privé avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, notamment les questions de financement. D'ailleurs même, ce qui a justifié, si vous regardez l'exposé des motifs de la loi de 2006, ce qui a justifié la mise en place de cet outil législatif, c'est effectivement pour permettre à l'État qui avait de plus en plus des caisses vides de retrouver de l'élan, de trouver des financements pour investir sur des questions de services publics. Parce que les caisses étant vides, le mode de passation des marchés publics ne pouvait plus être opérant, les concessions non plus, et donc il fallait aller chercher l'expertise du privé, même dans la levée des fonds. Donc, profiter de l'expertise du privé sur tout ce qui est question de financement. Et donc, l'État s'est dit, dorénavant, avec ce système-là, je peux profiter du privé. Et c'est la raison pour laquelle on limite fortement le recours au partenariat public-privé. Le texte dit il faut que ce soit d'abord des questions sur des questions complexes et il faut qu'il y ait un caractère d'urgence. Absolument. De toutes les façons, l'un ou l'autre, on se retrouve dans la même situation, c'est qu'il y a deux personnes, il y a deux parties qui doivent collaborer. Pour M. Ndianke, effectivement, le problème... Nous sommes tous d'accord que les parties doivent collaborer. Voilà. Mais je vais vous dire, le but n'est pas de dire la faute est à l'État, la faute est au privé. Ce n'est pas notre intérêt, justement. Si on veut
Si on veut revenir sur le cas du Cameroun, spécifiquement sur les PPP tels qu'ils ont été montés, si vous avez regardé l'actualité, la dernière actualité, je crois, lorsque le PNUD a publié son rapport sur les financements au Cameroun, en 2020, ils ont évoqué les questions des PPP sur la base des rapports du CARPA, du Conseil d'appui à la réalisation des partenariats publics du Cameroun. La reproche première que le PNUD fait, c'est que, comme disait M. Django, et là je le rejoins, c'est que malgré les outils qui sont très très bons, je vous le répète, il y a une appétence pour l'administration publique au Cameroun à faire recours au partenariat public-privé. Certainement, il y a des enjeux qui s'y cachent derrière. Les enjeux, naturellement, on va dire sans tabou, de commission. Voilà. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans les PPP, et lorsque le gars il va venir avec non seulement son expertise et ses financements, vous comprenez qu'il est difficile pour lui de s'accommoder à un certain nombre de pratiques. Absolument. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté sur certains projets qui ont été présentés, par exemple, par le fameux CARPA au Cameroun? On a constaté que sur environ 21 projets, il n'y a que 3 ou 4 qui pouvaient être passés selon la loi, qui pouvaient être éligibles selon la loi à ce régime de partenariat, à ce régime. Si je veux revenir à l'expérience de M. Django, je peux déplorer, au vu naturellement de la procédure des PPP qui est très très lourde, parce c'est presque la même procédure que celle du Code des marchés publics, avec des spécificités. Je peux déplorer que cette procédure n'a pas été allégée et qui a été toujours l'une des critiques les plus acerbes sur ce régime-là au Cameroun. Moi, je veux savoir. À ne pas suivre la procédure des PPP, mais à se retrouver dans un ministère et à travailler avec un ministère, alors qu'il aurait dû passer par le circuit officiel du PPP, c'est-à-dire que le ministère initiateur du projet puisse préparer des études de faisabilité, que le ministère puisse transférer à l'organe technique qui est le CARPA, et que le CARPA, à son tour, puisse se lancer, parce que ce n'est pas appel d'offres, en principe. Bon, je veux justement savoir, Monsieur Ndianke, combien de temps est-ce que ça vous a pris justement dans cette procédure? Ça a pris combien de temps? Oui, maître, sauf respect, évolue dans le même sillage que la majorité des Camerounais qui sont au mur institutionnel. Monsieur Ndianke, répondez plutôt à ma question. Ça vous a pris combien de temps, cette procédure? C'était combien de temps? Oui, non, je veux dire que ça dépend. Moi, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Combien de temps? Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Combien de temps? Non, je veux dire que ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Ça m'a pris, je ne sais pas moi, quelques mois. Ça m'a pris quelques mois. 6 mois, voilà. 3 mois, par exemple? Oui, 6 mois, moins, 6 mois, voire moins. Donc, je veux dire… moins de 6 mois. Oui, non, il faut comprendre quelque chose. Je continue, j'aime toujours à le dire, et je le dis partout. Quand on a un bon projet, maître, c'est un institutionnel, il est dans, je veux dire quoi, la logique du respect des textes, il faut absolument mettre tous les points sur les i, il faut. Il est avocat, donc il faut comprendre. Et ça, je comprends sa profession, c'est un peu ça, les juristes, les avocats, etc. Non. Quand on parle des affaires, on a affaire
aux institutions et à la politique. Vous ne pouvez pas faire des affaires sans vous imprégner de la politique. Parce que on est dans un pays présidentiel. OK? Un régime présidentiel. Donc, c'est la politique qui est au-dessus de tout. Vous venez... Il nous avait dit semi-présidentiel. Monsieur Dianke, il nous avait dit semi-présidentiel. Non, c'est présidentiel. Moi, je dis c'est présidentiel. Tout à fait. La réalité, justement, c'est présidentiel, même si de façon institutionnelle, on nous dit qu'on est dans un régime semi-présidentiel. Parce que le chef de l'État peut dire, Diane, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Premier ministre du Cameroun et tu le seras. Personne ne dira le contraire. Hein? Donc, on est dans un régime présidentiel. OK? Le chef de l'État peut dire, maître, tu es au Tchad, viens au Cameroun, tu te places à côté de moi, tu es directeur adjoint du cabinet civil, adjoint, personne ne discute pas. Donc, ne nous voilons pas les yeux. Je voudrais dire qu'il faudra lier les deux. Quand on veut faire des affaires et on sent son affaire, on va aller dans un PPP. Pourquoi perdre le temps avec les papiers, la paperasse, aller s'aligner dans une délégation régionale alors qu'on peut directement aller voir le ministre? Pourquoi perdre le temps chez le ministre qui te fait tourner alors que tu vas aller voir le Premier ministre? Pourquoi perdre le temps? Je suis d'accord. Je peux comprendre votre pragmatisme. Je peux comprendre. Vous êtes un homme d'affaires. Voilà. Vous êtes un homme d'affaires. Je peux comprendre. Et si tout à l'heure, je disais la lourdeur de la procédure vous a poussé à aller vers une solution plus directe, OK? C'est effectivement parce que c'est cette procédure qui a été mise en place pour les PPP qui constitue aujourd'hui un frein et certainement le premier frein à la mise en place des PPP au Cameroun. Voilà. Vous parlez du pragmatisme. Moi, j'en accompagne énormément. Je vais vous dire, j'ai des pays où lorsque j'arrive, tant que mon interlocuteur n'est pas le président de la République, on ne travaille pas. Je suis d'accord avec vous. L'administration devrait en tirer des conséquences et limiter au maximum, vraiment au maximum, à l'essentiel, la procédure de passation des contrats sous ce modèle-là. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Karine vous a demandé combien de temps ça vous a pris. Vous m'avez parlé de 6 mois. Mais si de façon, vous regardez le calendrier institutionnel de la procédure qui est aujourd'hui appliquée au Cameroun, au meilleur des cas, vous en ferez 12 mois. Au meilleur des cas. La question, elle est pratique. Est-ce qu'un investisseur, muni de son expertise, muni de ses financements, peut prendre tout ce temps pour investir? Attendre 6 mois pour préparer un grand projet. Elle est négative. Non, elle est négative. Voilà. Vous comprenez? C'est vrai, c'est une grosse problématique. Je suis avec vous que le raccourci, entre guillemets, que vous avez pris, pratiquement, est très intéressant pour vous en tant qu'investisseur, mais il est déplorable pour l'État camerounais en tant que détentrice des institutions. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'en fait, quand on met des institutions en place, c'est pour les respecter. Quand on met les procédures, c'est pour les respecter. Mais si les procédures concourent à freiner ce qu'on a voulu mettre en place, convenez avec moi qu'il faut en tirer les conséquences et certainement réduire les procédures et réduire même la voilure parce que... Ça, c'est surtout ce qu'on a fait là. Donc, photographier déjà notre environnement et comprendre en fait la réalité du partenariat public-privé. Si on est tous d'accord sur le fait que la lourdeur administrative peut constituer un frein, on est également d'accord sur le fait que effectivement, c'est au privé de pouvoir bosser dur pour trouver les ressources qui lui permettront de mettre en œuvre le projet qu'il conduit, tout en comptant exclusivement sur l'appui institutionnel de l'État.
Parce qu'au-delà de l'appui institutionnel, la procédure sera encore beaucoup plus lourde. Et là, justement, l'expérience de M. Njang que nous éclaire d'ailleurs. C'est vrai qu'il a dit quelque chose qui est pertinent et je pense que c'est une réalité aussi que tout entrepreneur ou tout investisseur devrait intégrer dans sa démarche. C'est de se dire qu'il y a certes le cadre législatif, il y a certes ce que la loi prévoit, mais également il y a le côté politique, il y a le côté pratique, il y a le côté connaître la réalité en fait de l'environnement, donc à la fois l'environnement juridique, mais également l'environnement politique dans lequel on s'apprête à entrer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, la preuve. Ça lui a pris 6 mois pour avoir un tel contrat et une telle collaboration qui est assez grande dans notre environnement. Cependant, est-ce que justement, emprunter ce couloir, ce raccourci, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est possible pour tout investisseur? Maintenant, là aussi, je pense que ça joue sur le lobbying, ça joue sur des relations personnelles, ça joue sur son carnet d'adresses. Et ça aussi, c'est quelque chose justement qui ressort justement un acteur également de cette chaîne de partenariat public-privé, à savoir les cabinets ou les groupes de lobbyistes qui sont également des acteurs clés justement du partenariat public-privé parce qu'ils permettent d'accélérer parfois un certain nombre de processus de façon informelle. On est bien d'accord là-dessus? Oui, Président, j'aimerais dire que c'est vrai qu'on parlerait du relationnel dans une certaine mesure. Hein. Peut-être parce que tu es également du parti au pouvoir, peut-être. Non, il faudrait savoir que le parti au pouvoir n'aide personne. Sinon, tous les militants seraient très riches aujourd'hui. Le parti au pouvoir ça, c'est bien vu aussi. Oui, je voudrais dire que il faudrait que les gens fassent attention. Le fait de parler de relationnel, c'est un peu léger, à mon sens. Parce que n'oublions pas que le Cameroun compte plus de 20 000 MOU et PPP signés avec des gens comme ça qui ont pris de l'argent dans les banques, qui sont inspirés de ça pour prendre de l'argent dans les banques. Comprenez? C'est-à-dire une signature d'un ministre quelque part, les Camerounais ont transformé ça en source, je ne sais pas moi, aux œufs qui pondent de l'or. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État aujourd'hui est très réticent en ce qui veut privé, d'initiative privée, c'est-à-dire que d'origine privée. Il y a les PPP tacites que l'État a, d'accord, qui découlent du processus de décentralisation, d'accord, pensé depuis belle lurette par le chef de l'État. Hein? Ces PPP-là n'ont presque pas de problème institutionnel. Pourquoi? Parce que c'est l'État, déjà dans tous les PPP, l'État est le maître d'ouvrage, hein, il faut le dire. L'État est toujours le maître d'ouvrage, parce que c'est l'État qui a la garantie institutionnelle. Alors, donc maintenant... Je vais pas vous couper, c'est pour ça que peut-être votre culture anglo-saxonne fait en sorte qu'il y ait un peu de confusion de type de pipi dans votre esprit. Non, en fait, avec Maître aussi, il ne fait pas de confusion la de conceptualisation du PPP. Il dit simplement son expérience. Maître, je comprends. Maître, j'ai suivi assidûment ce que tu as dit en ce qui concerne la définition en tenant compte du common law et du Germanic law, civil law. Alors, j'ai suivi. On revient à la même chose, sauf qu'on a des approches différentes. Hein? On revient à la même chose. Le PPP, c'est quoi? Je ne suis pas juriste, peut-être dans une certaine mesure, parce que les affaires nous prédestinent aussi à être un peu des juristes au regard de ton qu'on gère. Mais le PPP, partenariat public-privé, d'accord, résulte de la recherche d'un résultat.
C'est-à-dire qu'on a besoin de l'État ou le privé a besoin d'un résultat. Ce résultat est à but lucratif. Ce n'est pas le PPP, n'est pas la philanthropie, à ce que je sache. Le PPP, c'est à but lucratif. Mais chez nous, au Cameroun, 99,99% des PPP demandent à l'État de mettre la main dans les poches. C'est pour ça qu'on parle de lenteur procédurale. Monsieur Djanke, l'État a mis des taquets. Monsieur Djanke, tout à l'heure, avant... Il ne faut pas confondre la pratique telle que le CARPA. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, je dis, si on fait un diagnostic du CARPA, vraiment, c'est assez lamentable. Il ne faut pas confondre ce que le CARPA fait aujourd'hui à la réalité des PPP. Parce que le CARPA prend des projets qui ne sont pas éligibles au PPP et qui ne passent sous le modèle PPP. Et c'est la raison pour laquelle vous vous plaignez. Parce que vous prenez aujourd'hui, quand vous allez au CARPA, tous les projets, pourquoi ils ne veulent pas les PPP tels que la loi a défini? Parce que l'État va financer, donc c'est toujours sur le budget de l'État ou sur l'endettement de l'État. Oui. Ou sur l'endettement. Oui. Tous les projets aujourd'hui, entre guillemets, PPP, je dis bien entre guillemets PPP au Cameroun, ce n'est pas des PPP en principe, c'est ce qu'on va appeler des marchés publics. Vous comprenez? Parce que non, il y a une différence. Non, marché public encore. Messieurs, on va rester sur la définition, on va rester sur le cadre. On a bien compris qu'il y a justement une distance très souvent entre ce que la loi prévoit, la loi de 2016 en fait sur le partenariat public-privé et la réalité. Et ce qui se fait sur le terrain. Et ce qui se fait sur le terrain. Voilà, et ce qui se fait sur le terrain. On a bien compris cette distance-là. Maintenant, moi, je voudrais dire ceci. Ça faisait même partie des critiques du PNUD. Absolument, absolument. Maintenant, je reviens à ce que M. Djanke a dit tout à l'heure concernant les MOU et qui sont signés et qui sont gardés dans les tiroirs et qui font en sorte que les entrepreneurs... Mais finalement, cette affaire de MOU, on se rappelle bien qu'il y a quelques années déjà de cela, on disait que même les MOU devraient désormais être validés par la présidence de la République. Est-ce que ce n'est pas encore une autre façon d'alourdir en fait le processus justement de partenariat public-privé finalement? Non, j'approuve ça parce que j'approuve que ce soit validé et que même tous les PPP soient validés par la présidence de la République. Finalement, c'est ce qu'ils ont fait depuis. Voilà. Nous avons saisi la présidence de la République qui nous a d'ailleurs répondu favorablement en ce qui concerne le projet que nous sommes en train de mener. Hein? Vraiment, il faudrait bien que à un moment donné, maître qui est là, qu'il dise à ses clients et que tout le monde sache que il faudrait qu'à un moment donné, qu'on arrête de toujours vouloir tout tirer de l'État. Que ce soit sur le plan politique ou on ne peut pas, à un moment donné, parce que maître, son client va venir lui dire, ben voilà, j'ai 20 000 $, ouvre-moi un dossier, puis très vite il va ouvrir. Après, bon, ça sera bloqué devant. Il va dire non, c'est la lenteur administrative. Non. Le Cameroun a défini, n'oublions pas que même au sein de l'État, il y a des problèmes entre les ministères. Absolument. C'est-à-dire, le ministère de la Santé accuse le ministère des Finances de ne pas payer les fournisseurs du COVID-19. Tel ministère des Travaux publics dit que non. Tout ça. Il y a la volonté de protéger les biens de l'État, de protéger le trésor public. D'accord. Et cette volonté de trésor, de protection du trésor public est déjà une lenteur administrative. C'est pour ça, pour finir, pour chuter, Jan, que je dis que il faudrait que les hommes d'affaires, les hommes d'affaires et les chercheurs, tous ceux qui sollicitent les PPP, comprennent que nous sommes dans un pays pauvre. La cagnotte de l'État réservée au PPP est faible, est très réduite. Ce qui veut dire que quoi? Les projets PPP qui viennent avec des financements déjà bien établis sont prioritaires. Quand on a voulu, je ne sais pas moi, il y a un autre PPP
qui a très bien marché. C'était... oh là 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 là. Oh là là, bon, je vais revenir, je vais D'accord, d'accord. Maître Merci, Nossi. merci, monsieur Ndiank. D'accord. Pendant que ça revient à... Je vais rebondir sur 3 points. Sur 3 points évoqués par monsieur Non, Dianke. non, Maître Nossi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conduire. Non, c'est pour On donner va des enrichir l'échange. explications. Non, on va enrichir plutôt l'échange, en fait, parce que chacun de nous a sa réalité. C'est ce que je dis. Chacun de nous a sa réalité. Et quand je parlais, Maître Nossi. D'enrichir les points. Maître Nossi. Il faut qu'on arrive à couvrir. Je vais très rapidement commencer par la cagnotte, pas son appel. Monsieur Dianke, je souscris avec vous un partenariat public-privé tel qu'il est défini. On ne fait pas recours à l'argent public. Ce n'est pas possible. C'est même dans le principe même des PPP, il n'y a pas l'intervention de l'argent public, dans le trésor public, ni d'ailleurs même, je vais aller plus loin, des garanties du trésor public. Ni d'ailleurs des garanties. Parce que, en termes de garantie dans les PPP, si vous avez travaillé sur le vôtre, vous constaterez que c'est surtout au niveau de la matrice des risques qu'on essaie de partager les risques du projet. Certains types de risques qui sont en général des risques juridiques et administratifs, on va les transférer à l'État. Et les risques purement financiers, vous verrez toujours que c'est le porteur du projet ou le partenaire de l'État qui va les porter. OK? Je vais rapidement. Ce n'est pas pour défendre notre profession, mais c'est juste pour vous dire que des confrères ou des cabinets d'affaires qui viennent permettre à leurs clients de signer des MOU et peut-être encore des contrats, et ces contrats vont permettre à ces porteurs de projets d'aller lever des fonds dans certaines banques occidentales et d'affecter des fonds à des projets autres que ceux pour lesquels les fonds ont été mis à leur disposition. Je vais vous dire aussi que c'est quelque part la faute de l'État. Parce que lorsque vous êtes en négociation, je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes en négociation sur ce type de projet, en général, les États n'ont pas des équipes juridiques assez consistantes. Parce que vous avez des techniques juridiques, naturellement, pour éviter ce genre de situation. Maître Nossi. Je vous prends un seul exemple. Maître Nossi. Pourquoi on ne s'éloigne pas? Pourquoi on ne s'éloigne pas? Maître Nossi. Maître Nossi, pourquoi on ne s'éloigne pas? Pourquoi on ne s'éloigne pas? Pourquoi on ne s'éloigne pas? Oui, pourquoi on ne s'éloigne pas en fait de notre échange? C'est sur l'origine des dossiers de PPP. Exactement comme vous avez dit, vous avez l'origine privée et vous avez l'origine publique. Je veux même renforcer, aller plus loin pour vous dire, le texte prévoit même que le principe même, c'est l'administration publique qui initie le PPP. C'est même le principe dans la loi. L'exception, c'est que le privé peut venir faire une proposition, peut-être pas une lettre d'intention. Mais le principe même voudrait que ce soit l'administration publique qui initie le PPP. Le problème du Cameroun, c'est que vous avez aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça échoue au Cameroun, c'est que à chaque fois que l'État initie, ça passe. ne veulent pas initier les dossiers. Parce que le texte quand le texte parle d'initier les dossiers, c'est en fait de préparer, si vous prenez le décret d'application, de préparer le dossier de faisabilité du projet. C'est justement à ça que servent les directions techniques des différents ministères, il me semble. Voilà. Non seulement, une fois que l'étude de faisabilité doit être faite, il faut maintenant une étude d'évaluation. Parce qu'en fait, c'est des très, très grosses études. Mais le frein aujourd'hui, pourquoi on ne passe pas les contrats en PPP au Cameroun?
Parce qu'il n'y a pas ces études de faisabilité, il n'y a pas des études d'évaluation. Et il faut financer. Et il faut d'abord financer l'étude de faisabilité, effectivement. Et c'est parfois ce qui est lourd. Et quand je parlais des MEU plus haut, en fait, parce que personnellement, j'ai eu à accompagner un groupe turc. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette information, c'est que tous les MEU devaient désormais être validés par la présidente de la République pour comme centraliser, en fait. Et c'est vrai aussi que c'est un autre goulot une autre barrière qu'il fallait franchir, en fait, parce que à la fois ça alourdit, mais aussi, comme M. Dianke le disait, c'est que c'est la volonté de l'État de contrôler, de tout préserver et de maîtriser, en fait, justement, ce type de partenariat. Maintenant, il y a une autre question, justement, qui a été posée par James, et je pense que c'est une question qui est assez pertinente, parce que si on relève les insuffisances, si on relève également les cas de réussite, si on relève également les astuces qui permettent justement de pouvoir réussir le partenariat public-privé, on va se dire à la fin, comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, attirer plus d'investisseurs au Cameroun? Ça, c'était une question de James. James? Oui, madame. Merci de revenir sur cette question-là. Mais moi, je me disais qu'on allait sortir de la question des PPP avant de passer aux côtés des investissements. Mais j'aimerais qu'avant de répondre à cette question, Maître Nossi et M. Dianke ont longuement mené des analyses sur la situation des accords de partenariat public-privé au Cameroun. On a souligné des manquements, parmi lesquels deux gros manquements qui sont premièrement la lourdeur administrative et deuxièmement le manque de financement par les entreprises privées pour entrer dans les contrats des PPP. Maintenant, étant donné qu'on a soulevé ces manquements-là, j'aimerais qu'en 2 minutes maxi, que M. Dianke et Maître Nossi nous disent quelles sont les solutions ou alors les démarches à apporter. Premièrement, pour limiter les lourdeurs administratives et deuxièmement, pour que les entreprises privées puissent trouver les financements nécessaires pour justement financer les PPP. On va commencer par Maître Nossi. Je commencerai par la question de la limitation des lourdeurs administratives. Ça ne peut que se passer que par une réforme. Vous comprenez, il faut procéder à une réforme de la loi du 29 décembre 2006 ainsi que ses décrets d'application de 2008. J'irai même plus loin et revoir même la structuration du CARPA. Parce que le CARPA, déjà comme M. Dianke le disait, vous avez déjà au sein de chaque ministère... Peut-être pour ceux qui vont nous écouter, parce que depuis on ne fait que dire CARPA, ce serait bien de définir le CARPA pour ceux qui vont nous écouter. Le CARPA, en fait, c'est le conseil d'appui à la réalisation des partenariats publics-privés au Cameroun. C'est un organe rattaché à la primature, donc qui coordonne toutes les actions, tous les contrats de partenariat public-privé passent par le CARPA. C'est le CARPA qui organise la procédure de sélection des candidats, etc. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut déjà réformer toute la procédure de passation des marchés sous la forme de la signature des contrats sous la forme PPP. Ensuite, réformer, ça reviendra à dire quoi exactement? Ça reviendra à dire quoi exactement? Réformer, ça veut dire quoi? Ce serait fait quoi, par exemple? Aujourd'hui, vous avez énormément d'administration qui intervient. Un projet, comme je l'ai dit tantôt, commence par une administration qui initie le projet, qui va faire les études de faisabilité en son sein. Vous imaginez déjà, ça c'est déjà assez difficile, on l'a évoqué tout à l'heure avec des questions de financement interne, parce que pour faire une étude de faisabilité, c'est forcément les fonds publics. Donc, ensuite, vous avez le CARPA, parce que lorsque vous finissez, vous transmettez le dossier au CARPA, qui fait encore une très grosse analyse, et celle-là, elle est très, très grosse, parce que c'est une analyse d'évaluation. C'est au terme de l'analyse d'évaluation que le CARPA peut dire si le projet est éligible ou non à ce régime. Donc, tout ça, ça perd beaucoup de temps, parce que le CARPA, l'évaluation au CARPA, ça met énormément de temps. On n'a pas toujours des experts qualifiés au Cameroun pour ce type d'évaluation.
Parce qu'en fait, c'est l'analyse même des risques. À la fin de l'évaluation, on devait avoir un trait mapping de risque. Donc c'est en fait très compliqué. Et c'est même pas tout. Il faudrait que ça reparte du CAPA qui est sous la primature, que ça reparte à la primature. Et M. Djankou le dit, ça devient politique une fois qu'il est à la primature. Parce que naturellement, il faudrait que ça passe peut-être au conseil de cabinet, le dossier. Il faudrait qu'après le conseil de cabinet, ça passe en conseil des ministres. Il faudrait qu'à la fin, la présidence approuve et qu'on revienne faire le circuit inverse. Vous comprenez que c'est une procédure extrêmement longue. Non, en fait, dans la réforme, en fait, la réforme serait justement de pouvoir réduire le nombre d'intervenants dans cette chaîne de décision. Ça, ce serait une des réformes. Voilà. Effectivement. Vous avez par exemple en France ce qu'on appelle la MAP, je crois la mission d'appui au partenariat public-privé. C'est un peu le corollaire au Cameroun du CAPA, qui par contre a énormément de pouvoir. Donc qui est presque un organe vraiment qui conseille, eux chez eux c'est un appui, donc qui conseille le gouvernement. Donc ils vont faire tout le taf, ils vont donner un avis et en général en France, le ministère concerné, et on parle du ministère concerné, c'est plus la primature, va suivre l'avis du CAPA, de la MAP en France. Donc, en fait, à la fois, au niveau de la procédure, le nombre d'intervenants a réduit au niveau des réformes, mais également au niveau des pouvoirs, du CAPA. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'appel à projet. Parce que vous allez constater, si on était dans un dossier où peut-être le cas de M. Djankou, une fois que le CAPA devait dire ce projet de M. Djankou, il est éligible, on fait un appel, comme les appels d'offres internationaux, pour dire aux gens de soumissionner. Donc vous avez encore toute cette procédure où, à l'international, vous devez avoir beaucoup de dossiers, après vous venir. Donc je pense qu'on peut éviter au maximum de créer ces procédures qui ralentissent l'investissement. Parce qu'un investisseur, comme M. Djankou l'a dit tantôt, c'est du pragmatisme, c'est le gain en temps, parce qu'au final, il veut gagner de l'argent. Pour le deuxième point, les financements, je ne pense pas qu'on devait revenir là-dessus. On ne parle de PPP que si le partenaire privé a de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous n'êtes pas dans le partenariat public-privé. C'est la loi qui le dit. C'est ça. Donc, il faut éviter de dire non, on n'a pas d'argent, mais on veut faire le PPP, il faut qu'on fasse un emprunt dans une banque et que l'État donne la garantie à cette banque. Ça, vous n'êtes plus dans le PPP. On n'est plus dans le type de modèle anglo-saxon où on peut appeler souvent, vous avez ce qu'on appelle les BT, les Bull Transfer. BOT. BOT, c'est un peu les PPP. BOT, c'est un peu les PPP. Mais les BT, dans les Bull Transfer, vous venez, vous construisez, vous transférez la propriété à l'État. En général, il vient avec le financement, mais dans ce type de modèle, il va demander à l'État de garantir le financement. Et vous savez que les garanties en soi, c'est déjà des financements. Absolument, la garantie souveraine de l'État, justement. C'est la raison pour laquelle, administrativement au Cameroun, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le PNUD, les gens, les administrateurs ont une appétence pour ce type de modèle, ok? Parce qu'à la fin, c'est l'État qui paye le prix. Et souvenez-vous, ça c'est une anecdote, si vous regardez les normes de Eurostat, vous allez constater que beaucoup de pays européens, lorsqu'ils étaient sous la réglementation des 3% du déficit, je crois que ce sont des règles de Maastricht, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit, si on compte, parce que quand vous continuez, vous donnez des garanties, ça rentre dans la comptabilité publique de l'État. Et donc, vous creusez votre déficit. Parce qu'on compte tous les garanties comme du financement, comme de l'endettement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés plutôt
utiliser les partenariats publics-privés, parce qu'à la fin, l'ouvrage, il est réalisé, mais c'est le privé qui en supporte le coût, sans garantie de l'État. Et donc, les États européens ont trouvé ce mode-là pour investir, pour construire les autoroutes, sans que le coût des autoroutes ne soit inscrit dans leur comptabilité. Et donc, c'était ça, en fait, qui a poussé les institutions internationales à demander aux pays africains d'adopter ce modèle-là, parce que les caisses, quand on dit les caisses de l'État, c'est la liquidité et sa garantie. Absolument. Parce que les caisses de l'État étaient vides. Yeah. Merci, maître. Rapidement, on va passer à M. Djanke qui, en 2 minutes, vraiment 2 minutes, M. Djanke va également nous donner des pistes de solutions pour pallier à ces deux problèmes soulignés. Ok, merci. Déjà, maître a tout, presque tout dit. Il a tout résumé. Mais je pense, pour ma part, qu'on devrait informatiser, c'est-à-dire que mettre la procédure sur un système informatique et mécanisé. C'est-à-dire qu'avec des taquets à chaque point. Donc, ceci va un peu limiter l'afflux dans les ministères, tout ce qu'il y a comme paperasse. On crée un programme informatique, comme je vois ici en France, partout aux États-Unis, au Nigeria, en Afrique du Sud, partout, n'est-ce pas? Vous venez avec votre... Tout se fait de façon virtuelle. Exactement. Ça serait plus rapide. Ceux qui sont qualifiés vont continuer. Ils vont moins bavarder. Et ceux qui ne seront pas qualifiés seront directement mis de côté et on va avancer. Donc, pour moi, c'est ça, quoi. Encore que la réalité de réalité de la COVID-19, justement, nous oblige encore davantage à considérer le fait que exactement. On ne doit plus se voir tout le temps. Et, voilà. Et c'est justement l'une des méthodes, justement, même que dans les astuces pour lutter contre la corruption, c'est véritablement dématérialiser les services. Et la dématérialisation, justement, elle se suffit à réduire effectivement les cas de corruption, mais surtout permet les interactions qui posent problème. Absolument. De gagner en temps, en énergie et en ressources également. Et c'est que la procédure est standardisée et elle est accessible à tout le monde. Parce que justement, l'une des grosses questions, c'est qu'on ne peut pas dire exactement quelle est la procédure et quel est le délai par étape de la procédure. Combien de temps est-ce que quand je dépose le dossier, on doit me répondre après combien de temps? Mon dossier doit passer d'un ministère au CARPA en combien de temps? On ne peut pas dire ça de façon précise. Donc, effectivement, la dématérialisation serait la bienvenue et résoudrait justement un bon nombre de cas qu'on a relevés dans cet échange. Exactement. James, on parle au niveau de l'investissement. Alors, merci. À présent, on peut passer à l'investissement et je crois qu'on va faire le 2 en 1 pour ne pas beaucoup traîner. Alors, je m'en vais poser la question de savoir, selon vous, maître, selon vous, monsieur Djanke, comment se porte le secteur de l'investissement? Oh là là. Comment est-ce qu'on fait de façon précise? C'est vrai qu'on a abordé un bon nombre d'éléments déjà dans nos échanges et on va clôturer dans quelques minutes. Comment est-ce qu'on fait finalement? On a proposé des pistes de solutions, mais maintenant, on s'est dit comment booster le secteur de l'investissement? Et on va terminer par là. Et surtout, comment amener la diaspora camerounaise à amener plus d'investissement au pays? Parce que ça, c'est très important. Donc, on va commencer par M. Djanke. Oui. Alors, j'ai même mis sur pied une association qui s'appelle le RCDI. Je crois que c'est le Rassemblement des Camerounais pour le développement industriel. Et la petite expérience que j'ai dans les affaires au Cameroun, c'est qu'il faut toujours placer la charrue avant les bœufs. Le bon investissement commence d'abord par l'implantation. Quand vous implantez votre projet, vous faites votre étude préliminaire, l'initiation de l'étude préliminaire du projet, vous l'installez d'abord, d'accord? L'État va vous suivre, l'État obligé. C'est-à-dire que ça devient une contrainte dynamique. OK? Ça devient une contrainte dynamique. L'État vous suit. Pour investir, je conseille à tous les investisseurs
de faire des joint ventures et de commencer les phases d'implantation de leur projet. Parce que vous savez, dans les études d'impact environnemental qui sont exigibles par le ministère de l'Environnement, n'est-ce pas, il y a des canaux. Ces canaux sont internationaux. C'est-à-dire que quand on veut installer dans un milieu un site pétrolier, il y a des préalables qu'on doit assurer. Quand c'est préalable, vous êtes sûr dans votre projet que, dans votre investissement, que vous avez respecté ces préalables selon les conventions internationales, vous commencez votre projet avant maintenant d'aller. Parce que l'État, quand vous n'allez pas vers l'État, c'est l'État qui vient vers vous. Si vous ouvrez une entreprise, vous ne payez pas les impôts. Ah non, l'État va venir vous demander ses impôts. Si vous allez vers l'impôt, c'est bien fait. Mais si vous ne venez pas, l'État vient vers vous. Donc, il ne faut pas mettre un frein. Nous savons que nous sommes dans un pays qui a des problèmes de procédure. Les procédures sont extrêmement lentes, comme en France d'ailleurs, comme partout. Hein? Bon, c'est vrai que là-bas, ils ont atteint un niveau qui leur permet de tout mécaniser, de tout standardiser, et ça va un peu plus vite que chez nous. Mais nous sommes en train d'y arriver. Que l'investissement se fasse et que les procédures viennent après. Ça sera tacite. Ça va se faire facilement. D'accord. Merci, M. Dianke. Alors, M. Noussi, rapidement, vous dites également un mot par rapport à la question posée. Je souscris avec ce que M. Dianke vient de dire partiellement. Je m'explique. Vos propos ne tiendront que si on a affaire à des investissements, on va dire, à des investissements assez légers. Assez légers. Première chose, ou lorsqu'on a affaire à des investissements sur fonds propres. Sur fonds propres. Ça, je peux vous comprendre et je souscris à votre démarche. Par contre, si vous avez affaire sur des projets structurants, il est impossible de solliciter une implantation, fût-il assez légère, avant d'envisager d'investir. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous connaissez la structure des financements internationaux, donc des grands groupes internationaux, que ce soit des banques ou des assurances, vous comprendrez qu'il est extrêmement difficile ou pratiquement impossible d'investir si vous n'avez pas un certain nombre d'éléments au préalable. Et en général, ce sont des éléments contractuels, c'est des éléments, c'est des contrats ou des conventions ou des décrets ou je ne sais pas quoi, signés déjà par l'État. Parce que pour que la banque mette à votre disposition à l'international un financement assez conséquent, je vous dis pratiquement c'est la banque qui pilote votre projet, hein, surtout le projet juridique. Parce que la banque a derrière elle des cabinets qui vont se rassurer dans leur due diligence que le moindre risque est levé, le moindre des risques est levé avant que le financement ne se fasse. Si je vous prends à titre d'exemple un parcours d'un financement à l'international, peut-être comme des institutions comme la BAD, comme Afreximbank, etc., on sollicite jusqu'à l'approbation, jusqu'à l'avis juridique de la Cour suprême. Donc, tant que la Cour suprême, le président de la Cour suprême, ne dit pas que ce projet, ce ministre qui va le signer, a le droit de le signer, le gouvernement a le droit d'engager l'État dans ce processus, la BAD, le Fonds monétaire, personne ne mettra à votre disposition de l'argent. D'accord, ça c'est pour ce type mais de... Donnez-moi une seconde, donnez-moi une seconde dans ce que tu as dit. Allez-y, monsieur Dianke. J'ai été sollicité il y a 2 ans par une société turque, n'est-ce pas, qui voulait investir pour la construction
de la sixième cimenterie au Cameroun, à Kribi. D'accord. Alors, cette société a effectivement été financée par Exim Bank. Quand le promoteur est venu me voir, il m'a parlé de la même lenteur dont tu es en train de parler, des procédures, tout ce qu'il faut signer. Moi, je lui ai dit, dans tout projet, il y a ce qu'on appelle l'apport personnel. Quel est ton apport personnel? Il m'a dit 10 hectares. Il a 10 hectares de terrain à Kribi. Je dis, monsieur, matérialise, OK? Commence à faire les travaux de terrassement, mets la fiche de projet, tu mets en attente. Aujourd'hui, toutes les autorisations ont été signées et le projet qui produira les briques autobloquantes pour construire les maisons rapidement et la porcelaine synthétique et la cimenterie verra le jour en 2021. D'accord, super. Oui, en 2021. Super, on est bien d'accord. Maître Nossi, on est bien d'accord. Donc, je voudrais dire à Maître que c'est Exim Bank. Maître Nossi, c'est Exim Bank qui a financé. Monsieur Djanke, Maître Nossi, on va clôturer. Maître Nossi. Quand c'est des projets de taille moyenne, ce qu'on retient justement, les fonds leur ont permis, dans votre exemple, Monsieur Nossi, les fonds Maître Nossi, la société ont permis à la société de s'installer au Cameroun, mais pour obtenir maintenant les financements de Turkish Exim Bank, ils auront besoin de l'ensemble de cette documentation. Absolument. Maître Nossi, ce qu'on retient tous les documents. Messieurs, ce qu'on retient justement, c'est que pour un type de projet, justement, l'implantation est un élément incitateur qui va permettre qu'on ait les autorisations qui sont requises. Mais pour un autre type par exemple, pour d'autres types de projets, si vous allez construire une centrale hydroélectrique, vous n'avez pas commencé l'implantation parce qu'il faudrait justement avoir ces autorisations en amont. Donc, les deux côtés, en fait, se rejoignent. Et je pense qu'on va terminer justement cet entretien sur cet échange positif. James? Oui, on va terminer en disant merci à nos différents panélistes d'avoir mis plus de temps même que prévu parce que nous sommes au-delà de 17h30, heure à laquelle était prévue la clôture de cet échange. Beaucoup de bonnes choses se sont dites. Voilà. Beaucoup de bonnes solutions également ont été proposées et pour cela, nous vous remercions, Maître Nossi, depuis le chat. Nous vous remercions également, M. Djanke, depuis la France. Voilà. Messieurs, merci encore pour votre participation, vos sourires, vos contributions. Justement, tous ceux qui vont nous suivre, justement, vont poser des questions et on aura l'occasion d'enrichir. On va faire un beau sourire, on va prendre une photo pour la fin. Sur ce, bon week-end et rendez-vous à la prochaine session sur IFTV5. Bon week-end à tous. Merci. Bon week-end à vous. À plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.